Chapitre 2. Les familles heureuses se ressemblent toutes. Les familles malheureuses sont malheureuses, chacune à sa façon. Tolstoï, Anna Karénine. Avant ma naissance, mon père perdit 2 ou 3 garçons suite à des maladies infantiles et il ne lui restait qu'une fille. C'est ce qui expliquerait sans doute la grande joie qu'il éprouva le jour de ma naissance. Il se fit donc très tôt en devoir de me transformer en homme, convaincu que l'enfance n'était que l'appendicite de l'existence sur Terre et dont il serait sage de se débarrasser au plus vite, histoire d'éviter des crises mortelles en traversant le désert de la vie. N'ayant pas eu la chance d'aller lui-même à l'école, il me plaça trop tôt à l'école coranique pour faire de moi un bon musulman d'abord et un érudit ensuite se fait dans un village minier du nom de Boujniva situé dans le plateau du centre-nord du pays. J'étais si jeune que je me souviens à peine maintenant de cet après-midi orageux où un petit enfant effrayé par les éclairs courait en criant vers une vallée encaissée du nom de l'El-Fatab-Temed, dans la direction opposée de sa chaumière, poursuivi par une mère essayant de l'attraper avant qu'il ne fasse le saut de l'ange par-dessus la falaise. Le petit enfant, c'était moi. Et le souvenir ressemble dans ma mémoire beaucoup plus à un cauchemar qu'à un fait réel. Mes premiers vrais souvenirs ne remontaient qu'à l'époque où nous vivions dans un douar situé au Piémont du Moyen Atlas. C'était un douar arabo-berbère, preuve, ne serait-ce que pour moi, que dans les veines de chaque Marocain, il y a du sang berbère qui coule. Et que chaque Marocain arabe pourrait n'être qu'un berbère arabisé. Bien sûr, on a le droit de ne pas être d'accord, mais à mon avis, les Arabes de la première génération, quand ils étaient venus s'installer au Maroc, ils étaient arrivés sans leurs femmes. Et même si certains téméraires parmi eux auraient imposé à leur harem le long périple polygame qu'ils étaient, aurait-il vraiment résisté au charme des femmes berbères tous ces siècles? Au Douar ou l'Admbark, le brassage ethnique va bon train. La plupart des hommes se mariaient des montagnes avoisinantes, peuplées de berbères peu exigeants concernant la dot, obligatoire que tout musulman doit offrir à son épouse avant le mariage. Mais l'engouement pour cette région s'expliquerait aussi par la résistance et le fatalisme de cette ethnie face aux exigences de la vie rustique menée au douar. Fait curieux, je ne connaissais aucune fille du douar qui fut mariée avec un berbère et qui était partie vivre avec lui dans la montagne. Ma mère est berbère. Elle était arrivée la première. Mon père s'était remarié, mais elle resta. Aussi, quand j'avais ouvert les yeux sur mon environnement immédiat, je m'étais trouvé le plus naturellement du monde avec 2 mères qui avaient, en plus, le même prénom. Je m'étais également trouvé avec un oncle très gentil, sa femme, qui est aussi la jeune sœur de ma mère, et leur fille, ma cousine, cet ange qui savait si bien se métamorphoser en démon comme nous allons le voir. J'avais aussi une sœur et une demi-sœur venues au monde juste après moi, mais paraît-il, sa naissance n'avait pas fait la même sensation que la mienne. Et le plus déçu de tous par son arrivée ne fut pas mon père, mais sa mère, qui voyait la lignée de la famille glisser du côté de ma mère. Tout ce petit monde vivait en pleine harmonie dans la même maison de pisé semblable aux quelques dizaines de maisons qui constituaient le douar et dont les murs extérieurs étaient
couverts de rameaux de jujubier afin de prévenir tout effritement de l'argile sous l'action des fortes pluies. Ce qui caractérisait Indouar en général, c'était le fait que ses habitants étaient tous plus ou moins cousins. Le Barrani, c'est-à-dire l'étranger, était une denrée rare et se greffait mal dans cette micro-société. Aussi, le seul Barrani qu'on acceptait dans un douar, c'était le fqih, maître des cours coraniques et même de la mosquée. Au fait, douar ou Ledmbark signifie village des fils de Mbark, ce qui expliquerait cette grande solidarité entre habitants, qui se manifestait pour le meilleur et pour le pire, pour faire les labours, les moissons, la fête ou quelquefois pour faire le coup de feu contre le douar voisin. Mais les temps ont changé au moment où j'aurais dit Céline, et maintenant on fait les choses au douar comme partout ailleurs dans le monde moderne. Quand on a un compte à régler avec quelqu'un, on le fait tout seul, à coups d'avocats et de tribunaux. Cela fait aussi mal que de faire d'ailleurs ses labours et ses moissons à coups d'ouvriers qu'il faut maintenant payer, ou bien de machines agricoles qu'il faut soit acheter, soit louer. Pour revenir au début de ces années 1950, même les tribus ne se battaient plus entre elles. Triomphe de la politique de pacification de l'occupant français, ou bien prise de conscience généralisée. Mais quelle qu'en fût la raison, les Marocains, au début de cette décennie, semblaient ne plus se battre que pour se libérer du joug du colonialisme français. Mon père ne faisait pas encore partie du monde qui m'entourait, car il était de ceux qui avaient décidé que l'ennemi du moment était le colonisateur français. Mais à peine s'était-il engagé dans le mouvement nationaliste que le voilà enfermé entre quatre murs dans la prison de Kouribga, ville située à 14 km à l'ouest de Boujniba. Il avait eu juste le temps de nous conduire de nuit à la maison d'Oulad Mbark, de creuser dans l'un des murs du Pizé une cachette pour un revolver et une boîte de cartouches et de retourner à Boujniba s'y faire arrêter par la gendarmerie française le lendemain. Ce fait à l'époque où le Maroc entra en ébullition. Et la région dont fait partie Boujniba ne fait pas du reste. Du matériel de l'Office chérifien des phosphates, OCP, fut détruit et des colons furent assassinés. La réaction française fut terrible. Blindés et aviation entrèrent en action pour appuyer l'armée et les forces policières. Les morts se comptaient par dizaines et les arrestations par centaines. La politique de pacification initiée par le maréchal Lyautey au début du siècle n'avait apparemment pas donné les résultats escomptés. Et le maréchal devrait se retourner maintenant dans sa tombe, car sa stratégie de tache d'huile basée sur le clivage ethnique qui avait permis de contrôler le Maroc quelques années, en dressant les tribus les unes contre les autres, semble maintenant échouer lamentablement. Lors de leur guerre de pacification, les Français engageaient en première ligne des troupes autochtones. Venaient ensuite les mercenaires de la Légion étrangère, puis ensuite les troupes de l'armée régulière pour achever la besogne. Mon deuxième oncle, que je n'avais jamais connu, faisait partie de l'une de ces colonnes autochtones. Il perdit la vie quand sa compagnie, dont les éléments étaient tous marocains excepté l'officier, tomba dans une embuscade en pleine montagne. Il fut le dernier à déposer les armes, semble-t-il, devant ses frères ennemis, les Berbères, mes oncles maternels, faute de munitions. Quand ceux contre qui il vida toutes les bandes de son fusil mitrailleur le capturèrent, ils allumèrent un grand feu et ils l'y jetèrent vivant. De loin, les compagnons d'armes du prisonnier assistèrent au barbecue sans pouvoir ou sans vouloir intervenir. Mon père fut également sous les drapeaux
À ce moment-là, il venait tout juste de s'engager après avoir erré longtemps dans la région de Fès pour survivre car à Oulad Moubarak, la famine battait son plein. En apprenant la mort de son frère, il déserta. L'armée française fit son enquête. On vint au Douar chercher un certain Abdullah Ben, mais les Abdullah Ben, il y en avait à l'appel dans tous les Douars ou les X des parages et d'ailleurs. D'autant plus que le nom de famille n'existait pas encore. Dans ce temps, on ne portait qu'un amalgame de prénoms, son prénom, celui de son père et éventuellement celui du grand-père. Les prénoms étant séparés par le mot Ben, qui signifie fils, ou singulier, Ouled étant un pluriel de Ben. Mais il y avait aussi cette solidarité ancestrale entre les gens du même clan qui avaient sans doute poussé le chef du Douar, Cheikh, à mentir à ses maîtres français et à nier l'appartenance du déserteur au Douar. En revenant parmi les siens, mon père fait face à la réalité quotidienne qui se résumait en un seul mot, misère. La sécheresse sévissait. Pas de blé, pas de troupeau et plus de solde de mon oncle décédé. Or, les Français avaient déjà découvert un minerai du nom de phosphate dans la région de Kouribga. Mon père y a couru et s'y fit embaucher pour un salaire de misère. Mais pour la famille, c'était toute une fortune. Chaque quinzaine, mon oncle, celui qui nous prenait en charge après l'arrestation de mon père, allait prendre presque la totalité de la paie de son frère pour revenir l'investir au Oulad Moubarak. Mon père me raconta plus tard qu'en ces temps-ci, il se contentait de pois chiches grillés comme repas. Un jour, mon oncle arriva avec du pain d'orge. Mon père se jeta sur le pain et passa le pois chiche à son frère. Il m'avait juré que ce pain-là fut pour lui le plus délicieux des festins. Et comment ? Moi aussi, j'avais éprouvé en 1970 la même sensation. Ce fut pour une raison sur laquelle je reviendrai peut-être plus tard. Je fus obligé de me taper à pied plus de 50 km en montagne, après avoir perdu tout mon argent, mais pas toute ma dignité. Aussi, au lieu de faire de l'autostop pour rentrer chez moi, j'avais décidé de marcher en suivant la route d'Azilal à Fourer, au Moyen Atlas. Le trafic était rare en ces temps-ci. Et les clients pour les taxis et les autocars l'étaient encore davantage. Or, tout véhicule se transformait dans cette région en taxi ou en autobus. Et sitôt que le chauffeur apercevait un être vivant au bord de la route, il ralentissait et déclenchait son avertisseur. Afin de décourager les plus insistants parmi ces chasseurs de voyageurs, et sitôt que j'entendais un véhicule s'approcher, je tournais le dos à la route, cachais mon petit sac à linge, glissais mes mains dans les poches de mon pantalon et me mettais à admirer le paysage. Un musulman croit que s'il étanche la soif d'un voyageur, Dieu lui évitera la soif le jour du jugement dernier. C'est pour cela que des mains charitables déposent le long des routes des gargoulettes remplies d'eau. Il faisait tellement chaud ce jour-là. Au moment où ma soif devint insoutenable, je pris la décision d'aller rappeler aux occupants d'une maison qui se trouvait à l'écart de la route ce devoir sacré, quitte à affronter la meute d'éventuels chiens, car rare qu'un campagnard digne de ce nom se passe de ces derniers, soit comme gardien de sa maison, soit comme simple sonnette d'alarme biologique. Mais une fois à la hauteur du sentier qui menait à l'habitation, j'aperçus contre le tronc d'un amandier, au bord de la route, une gargoulette coiffée d'un gobelet de terre cuite et entourée d'un morceau de lin imbibé d'eau
dont l'évaporation rafraîchissait le contenu. Tout près de la gargoulette, un petit garçon jouait à se salir les mains avec une poussière aussi fine que de la farine. Je vidai le premier gobelet, puis le deuxième, tout en haletant, avant de m'asseoir et de me tourner vers le petit garçon qui me regardait fixement. Je lui demandai en arabe s'il allait bien. Il me répondit en amazigh, langue des berbères, si j'avais faim. Oh oui, j'avais faim. Alors, il me demanda si je veux du pain. Bien sûr que je veux du pain. Il partit alors en courant et revint avec un grand morceau de pain d'orge. Je me rappelle encore ce goût de miel que j'avais trouvé à ce morceau de pain. Je me rappelle aussi de tout le plaisir que j'avais à le mastiquer, tout en l'accompagnant d'eau fraîche versée de la gargoulette, sous le regard bienveillant du petit garçon mal habillé et aux mains sales, mais qui fut devenu pour moi le plus noble des êtres sur terre. Aujourd'hui, il m'arrive de manger dans des restaurants chics avec des gens chics, des mets finement préparés. Mais le plus souvent, je ne fais même pas attention à ce que j'ingurgite. Au fait, qui est le plus malheureux? Celui qui n'a rien ou celui qui a tout sans s'en rendre compte? Ce n'était certes pas la réponse à cette question qui préoccupait mon père après avoir déserté l'armée française et après avoir trouvé du travail dans la mine des phosphates de Boujniba. Il commençait à se faire de l'argent, beaucoup plus que n'importe qui au douar. Or, qu'y a-t-il de mieux pour extérioriser sa richesse que d'avoir un harem? Il se mariait donc une deuxième fois. Mon oncle tenait également à étaler au grand jour la richesse de la famille, mais lui, au lieu de prendre une deuxième femme, il s'acheta un cheval. Je me souviens très bien de cette bête superbe sur le dos de laquelle mon oncle paraissait majestueux. Je m'en souvenais d'autant plus qu'elle m'a marqué pour la vie, physiquement, par une vilaine cicatrice que je porte toujours sur l'annulaire droit. Ce n'était pas exactement le cheval qui était le coupable, mais plutôt le crin noir de sa queue. Je m'amusais à tirer la queue du char de la maison. Cela le mettait hors de lui, mais cela me faisait tellement rigoler. Puis un jour, le démon qui guide tous les enfants du monde vers les jeux dangereux me suggéra que l'amusement pourrait être proportionnel à la taille de la victime. Je fus vite convaincu et je n'attendais que l'occasion. Celle-ci se présenta un jour de fantasia. Mon oncle tenait le cheval devant le lourd portail de la maison et faisait les dernières vérifications avant de monter en selle. Le cheval recula et le crin de la queue s'approcha du mur et du grand pilier qui servait de pivot au lourd portail de la maison. C'était le moment ou jamais de faire danser mon mastodonte de chat. Je glissai prestement ma main à travers le vide qui séparait le mur du bâton et attrapai le crin. Mais avant de le ramener vers moi, mon oncle à son tour tira pour le fermer sur le portail, m'écrasant au passage le doigt entre le pivot et le seuil en pisé. 1000 sirènes de pompiers n'auraient pas fait autant de vacarme ce jour-là. Je ne me rappelle pas si le cheval avait sursauté, ne serait-ce qu'en m'entendant hurler, mais une chose était sûre, tout l'entourage immédiat et même lointain accourut vers la source sonore. Tous voulurent estimer les dégâts. Tous y allèrent avec des suggestions pour me soigner. Ma mère, qui criait plus haut que moi, en s'arrachant les cheveux, finit par alerter tous les cousins du voisinage qui, à leur tour, affluèrent, supposant le pire. Je fus submergé par le nombre et je finis par me taire. Quand on avait fini par panser mon doigt avec un morceau de tissu à la propriété douteuse. Mais ce n'était que partie remise, car plusieurs nuits de suite, j'avais empêché tout le monde de dormir, surtout ma mère. Mon doigt enfla démesurément et la fièvre vint
compliquer les choses. Quelques jours plus tard, l'ongle commença à se détacher et le pus s'installa presque tout autour. Le moindre contact me faisait horriblement souffrir. Voyant mon état s'aggraver, ma mère décida de me faire subir une opération chirurgicale. On me traîna donc devant un cousin, cordonnier, serrurier, coiffeur de fortune et également arracheur de dents, pour accomplir le forfait. Mon accident alla lui conférer, en plus de ses multiples talents, celui de chirurgien. Et il était pressé de réussir son examen professionnel, car le voilà qui nous rejoignait au milieu du devoir avec une paire de ciseaux et, si mes souvenirs sont bons, avec une grosse aiguille et un bistouri de fortune. Aussitôt, le bonhomme dans mon collimateur, je tirai promptement ma main de celle de ma mère et pris la poudre escompette. Mais les hommes occupés à ne rien faire du côté de la mosquée, vers qui je m'enfuyais à la recherche d'une protection, s'emparèrent de moi et s'improvisèrent infirmiers bénévoles. Il faut dire qu'on manquait de distraction dans le coin et je vins d'en fournir ce jour-là une de joie. J'eus beau manœuvrer, tel un lièvre poursuivi par des lévriers, on finit quand même par m'attraper et par me ramener devant mon bourreau, lequel, énervé par mes gesticulations, coupa l'ongle en même temps qu'une partie de la chair, comme en témoigne la cicatrice que je porte toujours. Et l'enfonçant aussi, avant ou après, je ne peux m'en souvenir, son aiguille dans l'abcès qui gicla. J'entendis parmi mes cris de martyr quelqu'un jurer. Il avait dû se placer là où il ne fallait pas. Tant pis pour lui et tant mieux pour moi qui venais de réussir mon premier test de sélection naturelle avec succès. Pas de complications et surtout pas de tétanos. Il y aurait d'autres tests qui seront également passés avec succès. La preuve, je suis là en train de rédiger Céline. Mon père n'assista pas à l'opération chirurgicale. Il était toujours en prison et ce fut en son absence que je commençais à saisir un peu ce qui se passait autour de moi, à apprécier la présence des miens, à reconnaître leur visage et à sélectionner mes compagnons. Pour le moment, c'était ma mère qui retenait le plus mon attention. Venait ensuite mon oncle, ce samaritain qui cachait toujours pour moi dans sa choukara, une sorte de musette en cuir, une amande, une figue sèche, une date ou même quelquefois un bonbon. Cette denrée rare qui venait d'un monde aussi mystérieux pour moi que lointain et qu'on appelait ici respectueusement Médina, c'est-à-dire ville. Mais ma préférée dans ce monde qui m'entourait était sans doute ma cousine. Nous étions pratiquement inséparables. Et c'était grâce à elle que je commençais à explorer les alentours et à aller si loin, tellement loin, que j'avais pu atteindre la route principale qui divisait le douar en deux parties dissymétriques. Plus tard, j'avais pu découvrir que la distance entre la maison et la route ne faisait guère plus de 200 mètres et que les monstres furieux qui parcouraient cette bande noire n'étaient autres que des véhicules automobiles. Pour le moment, ces machines n'étaient pour moi rien d'autre que des monstres issus de ces légendes dont les femmes nous gavaient le soir avant de nous endormir, qui me faisaient nouer la gorge de peur et qui me permettaient de meubler mes nuits de cauchemar. Mais chaque jour, la peur aux tripes, je demandais à ma cousine d'aller contempler ces bêtes réjouissantes qui semblaient ne s'intéresser qu'à leur course et à ne jamais nous avaler comme le faisaient les monstres pour les êtres vivants dans les contes du soir.
À force de nous approcher de la route, nous avions fini par distinguer des formes humaines à l'intérieur de ces bêtes. Quelle horreur! Ces monstres les avaient sûrement avalés quelque part, mais où? J'en parlais à mon oncle qui prit son air le plus sérieux pour me conseiller de rester à l'écart du sillon noir qui ne contenait pas de poussière, car m'avertit-il, une fois dessus, on risque de se faire avaler, et d'insister sur le fait que les monstres n'avalaient que les enfants désobéissants qui osaient s'aventurer sur son sillon noir. Depuis lors, nous n'admirions que de très loin ces bêtes grondantes qui ne s'arrêtaient jamais dans notre douar. Mais voilà qu'un jour, l'une d'elles, sans doute la plus grosse de toutes, réduisait sa vitesse et son rugissement comme si elle voulait s'arrêter. Que lui arrive-t-il? Avait-elle eu soudain faim et souhaiterait-elle faire une dérogation à la règle qui régissait son univers? Celle de ne jamais avaler quelqu'un qui se tenait loin de son sillon? Ni moi, ni ma cousine ne t'aiment à nous en assurer. Des lapins surpris par un fox terrier n'auraient pas d'étaler plus rapidement que nous, mais notre curiosité finit par l'emporter sur notre peur. Nous nous arrêtâmes et nous nous tournâmes vers la bête. Aucun habitant du douar, autre que nous deux, ne s'était enfui. Au contraire, la bête s'immobilisa et un homme en sortit et resta debout et confiant à côté. Puis un autre homme le suivit et grimpa sur le dos de la bête qui paraissait plus docile que le cheval de mon oncle. L'homme sur le dos de la bête tendit un coup fin à celui qui était resté en bas, puis descendit, s'engouffrer à nouveau dans l'antre de la bête qui repartit en rugissant, plus fort que d'habitude. Mais plus elle reprenait de la vitesse, plus son grondement redevenait normal. Une foule de cousins se forma autour de l'inconnu qui venait de sortir de l'antre de la bête. Des embrassades, des étreintes, des larmes. Mon oncle faisait partie de ceux qui ne voulaient pas lâcher l'inconnu. Il semblait même vouloir interdire aux autres de le bousculer. Pour ma cousine et moi, l'inconnu était un héros qui avait fini par subjuguer et vaincre le monstre. En tournant la tête vers la maison, mon oncle nous aperçut. Il m'intima l'ordre de m'avancer et d'embrasser la main de l'inconnu qui n'était autre que mon père. Ah. Il y avait de quoi être heureux. Mon père était là. Il venait de sortir de prison, alors que pour les gens du douar, il fut condamné à perpétuité, sinon fusillé par les Français. Et il y avait surtout de quoi être fier. Très fier, car mon père fut aussi la première personne que je vis arriver au douar autrement que sur le dos d'un âne, d'une mule ou d'un cheval. Mon père était sûrement quelqu'un. Un jour, je serai comme lui. Je monterai dans l'antre de la bête pour aller découvrir les horizons lointains. Je serai un grand voyageur, un aventurier. Après l'arrivée de mon père, le rythme de ma vie s'accéléra d'une certaine façon. Les événements devinrent de plus en plus nombreux et le douar sembla ne plus être le havre de paix qu'il était. La technique rentra avec éclat dans notre maison. Et pour la première fois dans le douar, grâce à mon père, qui s'offrait une machine à coudre, faute d'occupation, et il s'improvisa couturier. Je plains maintenant ceux et celles qui s'étaient fait habiller par ses soins. Il faut cependant reconnaître que personne ne s'était jamais plaint de la machine à coudre, excepté moi. Car qui avait failli y laisser un autre doigt, encore un autre.
Or, comme pour l'incident du cheval, ce fut encore de ma faute. Mais personne ne fut au courant, excepté ma confidente et camarade de jeu, ma cousine. L'accident arriva un jour où mon père était très absorbé par son ouvrage et moi très attiré par cette vie diabolique qui animait les entrailles de la machine. La tentation de caresser de près ces tiges métalliques tournant à vive allure l'emporta sur ma peur et ma méfiance naturelle. Je plongeai donc mon doigt dans le trou par lequel j'apercevais le mouvement infernal. Et sur le champ, une douleur aiguë me lancina tout l'avant-bras. Mon doigt fut retiré aussi vite qu'il fut introduit, et sur le champ, je pris mes talons, mes jambes à mon cou. Quand la distance fut suffisamment grande entre moi et mon père, c'est-à-dire quand je fus à l'extérieur de la maison, alors là, je me mis à hurler comme seuls les enfants de mon devoir savaient le faire. Ma cousine arriva la première, et elle avait tort, car quand les adultes arrivèrent à leur tour, elle fut accusée du crime, condamnée et punie sévèrement sur le champ. Je ne pouvais rien pour elle, car d'une part la sentence fut exécutée sitôt que furent constatés les dégâts sur mon doigt, et j'étais plutôt occupé à hurler en vue de soulager ma propre douleur. Par ailleurs, le fait de raconter ce qui s'était réellement passé n'aurait servi qu'à me faire servir quelques gifles, et ce, pour avoir introduit le doigt là où il ne fallait pas. En plus, on m'aurait sûrement servi un petit supplément pour calmer ma cousine qui fut injustement punie. J'avais déjà vu les adultes à l'œuvre et je commençais à me méfier sérieusement de leur capacité de juge. J'avais appris surtout qu'il était malsain de leur donner l'occasion de sortir de leur torpeur dans ce bled à demi perdu. Cet incident jeta un certain froid dans les relations entre moi et ma cousine. Mais comme les enfants sont connus pour leur oubli et non pour leur pardon, nous nous retrouvons à nouveau ensemble, essayant de notre mieux de meubler tout ce temps que les adultes, toujours occupés à ne rien faire, nous laissaient. Fin du 2e chapitre.